À tous. Donc, nous enchaînons avec la deuxième conférence de ce forum de la formation agronomique. Donc, cette conférence portera sur la formation d'ingénieurs agronomes qui sera présentée par Sandrine Vidal-Diallo. Sandrine, je te laisse mettre la deuxième diapositive. Donc, quelques petites règles de modération. Durant cette conférence, vous n'aurez pas accès à votre micro ni à votre caméra. Vous pourrez poser vos questions via via l'onglet, pardon, Conversation, qui est en haut de votre écran. Vous pouvez mettre des likes sur les différentes questions qui sont énoncées afin de pouvoir prioriser les questions qui seront énoncées par le modérateur en fin de conférence. Et je laisse maintenant la parole à Sandrine. Bonne conférence à tous. Merci Kevin et bonjour à tout le monde. Euh, donc là, l'objectif de cette conférence, c'est de vous présenter le cursus d'ingénieur agronome de VetAgroSup. Alors, je suis Sandrine Vidal-Diallo, je travaille sur le campus agronomique à Landes, à côté de Clermont-Ferrand, et je suis en charge des questions de scolarité et d'alternance sur le diplôme d'ingénieur. Donc, la présentation pour cette matinée, c'est dans un premier temps, je vous présenterai assez rapidement le VetAgroSup, ce qu'est cet établissement. Ensuite, on rentrera un peu dans le vif du sujet sur ce qu'est un ingénieur avec quelques exemples de métiers de nos diplômés ingénieurs. On enchaînera sur les compétences attendues par notre diplôme. Ensuite, je vous présenterai la formation. Alors, deux voies de formation, la voie étudiante et la voie apprentissage. Et on terminera sur la vie étudiante et ce qui se passe un peu sur notre campus agronomique. Donc, VetAgroSup, un seul établissement, mais deux campus déjà. Alors, un campus agronomique à Landes, dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand, et un campus vétérinaire à côté de Lyon, à Marcy-l'Étoile plus précisément. Deux campus et trois cursus, ça veut dire trois formations indépendantes proposées par l'école. Euh, un cursus d'ingénieur qui fait l'objet de la présentation ce matin, et puis un cursus vétérinaire. On forme les docteurs vétérinaires sur le campus vétérinaire de Lyon, et un cursus d'inspecteur en santé publique vétérinaire. Donc les trois cursus sont indépendants, il y a pas, et ont des spécificités par rapport à leur accès. On ne rentre pas en école d'ingénieur agro comme on rentre en école vétérinaire, ni on ne devient pas de la même façon inspecteur de santé publique vétérinaire à la suite automatiquement. Voilà, vraiment trois cursus avec leurs spécificités. VetAgroSup, c'est un établissement dans lequel il y a à peu près 1300 étudiants, 110 enseignants-chercheurs et puis environ 400 personnels techniques et administratifs sur l'ensemble des deux campus. Alors, la répartition, que ce soit des étudiants et des personnels, c'est à peu près un tiers à Clermont sur le campus agronomique et deux tiers à Lyon sur le campus vétérinaire. Les missions de l'établissement, c'est à la fois effectivement de faire de la formation, mais pas que. C'est aussi faire de la recherche. C'est pour ça que nos enseignants sont des enseignants-chercheurs. Ils ont à la fois le rôle et la mission d'enseignement, mais aussi la mission de recherche. Et pour VetAgroSup, nos enseignants sont répartis dans 9 unités mixtes de recherche qui ont des thématiques qui sont spécifiques à notre établissement. On a 3 unités qui sont vraiment propres à VetAgroSup. Les unités mixtes de recherche, c'est des unités mixtes qui sont partagées entre nous, INRAE, ça peut être avec le CNRS, ça peut être avec l'UCA, etc. Donc avec les autres centres de recherche des différents sites. Et puis, on a 7 unités dans lesquelles nos enseignants-chercheurs ont des activités aussi scientifiques individuelles. La troisième mission de notre établissement est un établissement public.
dépendant du ministère, avec la co-tutelle, ministère de l'Agriculture et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et la troisième mission de notre établissement, c'est une mission d'expertise. C'est apporter l'expertise de nos personnels et de nos enseignants à l'extérieur, avec 6 pôles d'expertise pour Vétagrosup, un centre hospitalier universitaire vétérinaire sur le campus vétérinaire de Lyon, une chaire bien-être animal, une chaire en santé publique vétérinaire, 6 laboratoires, 2 centres de documentation et puis un musée d'histoire de l'enseignement vétérinaire de Lyon, en sachant que l'école vétérinaire de Lyon, le campus vétérinaire est la plus ancienne école vétérinaire en France. Alors, on va se concentrer sur l'ingénieur agronome de Vétagrosup. Donc, sur le campus agronomique de Clermont-Ferrand, on forme des ingénieurs agro. C'est bien un diplôme d'ingénieur agronome, mais une diversité de métiers. Je vais vous donner quelques exemples des métiers qui sont tenus par nos diplômés ingénieurs. Vous en aurez aussi, pour ceux qui participent aux conférences de l'après-midi, vous aurez des témoignages directs de diplômés qui viendront vous parler de leur métier. Et là encore, vous pourrez avoir une idée de la diversité des métiers que peuvent avoir nos diplômés, nos ingénieurs agro. Donc déjà, on va commencer dans les domaines du conseil et de l'accompagnement. On va commencer notamment par Fanny, qui est conseillère en gestion pour Serre France. Donc sa mission, elle, à Fanny, c'est d'accompagner les agriculteurs au quotidien dans leurs projets financiers et puis les aiguiller par rapport aux investissements possibles, aux modes de financement privilégiés. Elle suit les agriculteurs et Serre France, c'est aussi la mission Serre France, c'est de suivre les agriculteurs de l'installation jusqu'au départ en retraite. Elle apporte un appui aux agriculteurs et aux exploitations sur des aspects fiscaux, sociaux, juridiques, patrimoniaux et législatifs. Elle anime aussi des formations à destination des adhérents, des jeunes agriculteurs, mais aussi des conseillers agricoles. On va ensuite… Sandrine, je oui. ne vois pas ton diapo. Ah, c'est embêtant. Ah ouais, alors Pourtant, il est partagé. Je ne sais pas si les internautes le voient, mais en tout cas, Vous ne le voyez Océane pas et depuis moi, le on début ne le voit pas. Non, il a coupé, ouais. Alors, je vais le repartager. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si… Alors, pourtant… Alors, pourquoi j'en ai deux déjà? Ah, voilà. Bon, moi, c'est revenu et certains disent que… Voilà, c'est revenu. Voilà, parfait. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Alors, on en était Merci à… Sandrine et désolé. Pas de souci, on en était à Joanne, qui est chef de projet aménagement et environnement à la SAFER. Alors, la SAFER, ce sont des structures qui agissent pour la protection des terres agricoles et des milieux naturels. Ils achètent des biens ruraux et mettent en place des projets de territoire pour leur protection. Les actions de la SAFER participent à l'installation des agriculteurs, à la protection des forêts et des milieux naturels. C'est des structures assez intéressantes par rapport aux projets qui sont portés, mais aussi parce que on rencontre de nombreux acteurs du milieu agricole et du milieu rural. Et puis les thématiques traitées sont relativement larges, donc assez intéressantes. Joanne en particulier, au sein de la SAFER, elle est en charge de projets en faveur de l'environnement. On passe ensuite à Coralie, qui est, elle, qui travaille pour une structure interétablissement dans le Massif central. Alors, elle est à l'interface entre les organismes de recherche publics que peuvent être Vétagrosup, INRAE ou l'UCA, l'Université Clermont-Auvergne, et puis d'autres organismes qui sont plus des organismes de terrain. Ça peut être des conseillers en chambre d'agriculture, des techniciens agricoles. Et elle, son rôle, c'est de mettre en relation
tous ces acteurs pour coordonner les actions menées contre le campagnol terrestre, qui est un fléau dans nos campagnes. Voilà pour la partie conseil, accompagnement. Donc, une petite idée de ce que peuvent faire nos ingénieurs dans ce domaine-là. Autre domaine, autre domaine dans lequel on va retrouver nos ingénieurs, c'est la recherche et l'innovation. On va prendre l'exemple de trois de nos diplômés, notamment Marie, qui travaille chez Candia et qui a pour objectif de développer de nouveaux laits infantiles pour la marque. Elle développe les nouveaux produits. Ça va de la conception jusqu'ensuite la commercialisation du produit. Il y a plein de choses entre ces deux étapes. Il y a bien évidemment la recherche de nouveaux ingrédients, la réalisation d'essais, les premières productions à mettre en œuvre, et puis rédiger les documents qualité avant la mise en marché. L'intérêt de ce poste-là aussi, c'est de pouvoir être en relation avec l'ensemble des services de l'entreprise, puisque ça va aller avec l'approvisionnement, avec le service qualité, le service production, logistique, etc. Donc, elle a une vision d'ensemble de la chaîne pour les produits qu'elle développe. Deuxième exemple d'innovation, c'est Ludovic, qui est cofondateur et responsable recherche et développement dans une structure qui s'appelle Inverse. Cette structure, elle produit des verres de farine destinés à la fabrication d'aliments. C'est des croquettes pour animaux d'élevage ou de compagnie. Donc, sa mission est de développer des connaissances sur l'insecte et de développer des process de production qui soient adaptés à ce nouvel élevage. Il a aussi pour rôle le développement de cette filière-là et travaille notamment avec les agriculteurs partenaires qui mènent des expérimentations en aviculture et en pisciculture. Troisième exemple, Roxane, qui est, elle, une pro du végétal, puisqu'elle crée de nouvelles variétés de fleurs ornementales pour le marché européen et mondial chez Selecta. Son travail au quotidien, c'est de créer des protocoles scientifiques, de récolter des données pour chaque essai, d'analyser les résultats et puis de conseiller les variétés à choisir dans les différents catalogues. Donc voilà trois exemples encore de diplômés dans les domaines de la recherche et de l'innovation. On passe ensuite à un autre domaine dans lequel on va retrouver nos ingénieurs, c'est la production et la commercialisation. Donc là, on a trois exemples de jeunes diplômés. On a notamment Léa, qui est responsable d'équipe pour Refresco. Elle travaille en fait, elle s'occupe plus particulièrement de l'embouteillage de boissons, telles que le thé glacé, le cola, l'eau gazeuse, etc. Sa compétence principale, alors elle va être beaucoup dans le management d'équipe, mais pas seulement, elle va aussi gérer et mener différents projets, notamment, des exemples pour limiter les pertes produits au moment de l'embouteillage, par exemple. Donc, elle pilote les indicateurs de sécurité, de qualité, de performance, et donc elle anime des réunions avec l'ensemble de ses équipes. Vanessa, elle, travaille chez Lactel, où elle est chef de secteur, et son rôle, elle, c'est vraiment de booster les ventes des produits. Donc elle travaille de manière très proche. Ses interlocuteurs, en fait, sont les directions des magasins et les chefs de rayon. C'est vraiment un travail de terrain qui lui l'amène à parcourir pas mal de kilomètres, puisque il y a beaucoup de déplacements. La troisième et dernier exemple, c'est Julie qui travaille chez John Deere et qui a pour rôle un travail de marketing. Elle développe le business pièces et services pour la marque sur un territoire donné.
Donc voilà encore 3 autres exemples hein, de métiers que peuvent exercer nos diplômés. Et ce sont, comme je vous le dis, hein, de petits exemples, puisque, enfin de quelques exemples, puisqu'il y en a encore plein d'autres, hein, des métiers différents. L'intérêt hein, de l'ingénieur diplômé de VETA-Gros-Sup, c'est ça, c'est cette diversité de domaines et de métiers dans lesquels vont pouvoir exercer les étudiants, les sortants de notre école. Mais pour ça, bien évidemment, diversité de métiers, mais des compétences qui sont quand même bien spécifiques à un ingénieur hein, et à tout ingénieur. Pour préciser les choses, ce que nous dit la CTI, hein, la Commission des titres d'ingénieurs, qui habilite les écoles d'ingénieurs à pouvoir diplômer sur ce titre-là, ce que nous dit la CTI, c'est que le métier de l'ingénieur consiste à poser, étudier et résoudre de manière performante et innovante des problèmes souvent complexes au sein d'une organisation. Il prend en compte les préoccupations de protection de l'homme, de la vie et de l'environnement et plus généralement du bien-être collectif. C'est vraiment ce qui fait le cœur même hein, de tout ingénieur, quel que soit le domaine dans lequel il va travailler. C'est la résolution de problèmes, c'est l'innovation, c'est la capacité à prendre en compte des enjeux environnementaux, sociaux, etc. Pour ce qui va être du métier et de l'ingénieur agronome de VETA-Gros-Sup. Puisque nous, VETA-Gros-Sup, on forme des ingénieurs, mais on forme plus particulièrement des ingénieurs agronomes. Et les ingénieurs agronomes de VETA-Gros-Sup sont des cadres. Voilà. Déjà, c'est une première base, sont des cadres opérationnels et polyvalents qui sont proches du monde, des réalités du monde professionnel. Ils interviennent principalement dans les domaines de la production animale, de la production végétale, de l'alimentation, de l'environnement et du développement territorial. Ça, ce sont les grands secteurs d'activité dans lesquels on va retrouver nos ingénieurs diplômés. Si on va un petit peu plus loin dans les compétences qui sont attendues hein, de nos ingénieurs pour pouvoir mettre en place leur mission dans les entreprises, c'est l'approche globale. Ça, c'est une des compétences un peu majeures hein, de l'ingénieur, c'est avoir une approche systémique et avoir une vision un peu large des enjeux, des questions sociétales, etc. Ça, c'est une des compétences phares de l'ingénieur. C'est la capacité à mobiliser des connaissances scientifiques et techniques de disciplines différentes. Ils ont, pour être polyvalents, pour pouvoir intervenir sur cette diversité de secteurs professionnels, ils doivent avoir des connaissances scientifiques et techniques assez larges dans des disciplines assez larges. Ils doivent être aussi capables de les actualiser. Ils ont la capacité à résoudre des problèmes, à mettre en œuvre une démarche scientifique. Ils maîtrisent la gestion de projet et ils ont un positionnement de cadre au sein de leur structure. C'est-à-dire qu'ils doivent développer des capacités relationnelles, ils doivent être capables de gérer des équipes, ils ont la capacité à travailler en contexte international et en partenariat international. Ils sont capables de prendre des décisions, d'innover. Ils ont l'esprit d'entreprise et de la gestion du changement. Et ils ont aussi la capacité à prendre du recul sur leurs actions. Ça, ces compétences que je vous énonce là, c'est les compétences du référentiel de compétences de notre diplôme. On va former à VETA-Gros-Sup les ingénieurs, on les forme sur ces compétences-là. Pour terminer sur cette partie hein, de ce qu'est l'ingénieur VETA-Gros-Sup à la sortie de la formation, en termes d'insertion professionnelle, là on est sur les chiffres que je vous donne, c'est une moyenne sur plusieurs années, hein, c'est sur ces dernières années, on est à un taux net d'emploi à la sortie de la formation de 97 de jeunes en emploi à la sortie de la formation, ce qui, voilà, à la sortie directe ou 3 mois après la sortie, voilà, à peu près, c'est les délais. C'est-à-dire, on est sur une formation et un diplôme recherché sur le marché de l'emploi qui permet à nos jeunes de sortir et de trouver très rapidement et très facilement un emploi. On a des niveaux de salaire relativement
relativement bon, puisque en moyenne, les jeunes diplômés, pour les femmes, on est à 30 000, un peu plus de 30 000 euros sur le salaire annuel brut moyen et 28 500 pour les hommes. Alors, la particularité chez nous, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, c'est que on a des femmes qui travaillent, qui sont un peu, qui touchent un peu plus que les hommes. C'est aussi lié au fait qu'on a aussi beaucoup, beaucoup de femmes dans nos promotions. C'est aussi la particularité dans les écoles scientifiques et dans la formation scientifique, l'agronomie attire encore beaucoup de femmes. Et puis, on a des diplômés qui, à la sortie, travaillent en grande partie en province, très, très peu à Paris ou en Île-de-France. On a quasi aussi 3% qui travaillent à l'étranger. Voilà, pour avoir une vision un peu globale et un peu générale de nos diplômés. Et des diplômés qu'on forme avec AgroSup. On peut faire une petite pause pour si jamais il y a des questions sur cette partie-là, sinon je continuerai. Oui, bien sûr, Sandrine, il y a déjà quelques premières questions. Alors déjà, une question par rapport notamment à l'insertion professionnelle. 97% de taux net d'emploi en combien de temps? Alors, le taux net d'emploi, là, on mène des enquêtes chez nos sortants, on les mène à 3 mois. Et généralement, et là c'est une moyenne, donc généralement on est à 97% d'emploi à 3 mois. C'est c'est au moment où on réalise l'enquête. Alors on fait une enquête à 3 mois, on fait une enquête à 1 an et on fait une enquête à 2 ans. Mais le 97, c'est à 3 mois. En sachant que parmi nos diplômés, on a quasi 50% de nos promotions qui trouvent avant même la fin de la formation. Le stage de fin d'études dont on parlera tout à l'heure permet effectivement d'avoir des débouchés assez rapides et de pouvoir signer des contrats assez rapidement. J'espère que j'ai répondu. Je pense. Alors j'ai d'autres questions, mais j'ai des questions spécialisation, j'ai des questions également sur les voies d'accès. C'est vrai Très que bien. ces parties-là n'ont pas été encore C'est la présentées. suite, Peut-être effectivement. on peut attendre justement Oui, d'enchaîner avec ces parties-là oui, tout à fait. pour répondre à ces questions. Pas de souci. Donc sur cette partie-là, en fait, je vous ai présenté cette partie-là pour que vous ayez en tête un peu une idée un peu concrète de ce que sont nos ingénieurs. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de la formation, de la manière dont on y accède et des différents domaines pour lesquels on forme nos ingénieurs. Donc, première chose, on a effectivement un diplôme, le diplôme d'ingénieur agronome de VET AgroSup, mais on peut y accéder par 2 voies différentes. Enfin, on a 2 cursus différents pour ce même diplôme. On a d'abord la formation par la voie étudiante, que je vais vous présenter, et ensuite, je vous présenterai la voie de l'apprentissage, qui est une deuxième voie, un deuxième cursus qui permet de valider le diplôme d'ingénieur agro. Alors, pour la voie étudiante, l'intérêt, comme on a des métiers diversifiés, c'est aussi parce qu'on a des enseignements qui sont diversifiés au sein de la formation. On va former l'ensemble de nos étudiants ingénieurs à une diversité de disciplines qui tournent autour des systèmes de production agricole, hein, de l'alimentation, de l'aliment et des procédés, des méthodes et outils de l'ingénieur. Alors, méthodes et outils de l'ingénieur, on est sur de la gestion de projet, sur de la modélisation, sur de la statistique, de la cartographie. On forme aussi l'ensemble de nos étudiants sur tout ce qui est organisation, institution et politique publique, sur l'économie, de la gestion agricole et agroalimentaire. Et puis, on a un travail autour des postures de l'ingénieur, avec la formation autour du travail de groupe, de l'accompagnement aux projets professionnels et personnels. Nos étudiants ont aussi des cours de langue.
vivantes. Donc avec la première, c'est l'anglais. Et vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Hein. Et ils ont aussi la possibilité de suivre au cours de leur formation une LV2. Les LV2 sont, il y a plusieurs LV2, je ne vais pas vous les citer toutes ici, mais on ne propose pas une seule LV2, on en propose plusieurs en fonction de l'intérêt des étudiants. Et puis, il y a des enseignements autour de l'entreprise, avec des cours de structure et de stratégie d'entreprise, de l'introduction au marketing. Donc, tous ces enseignements-là que je vous ai présentés sont des enseignements qui font partie de ce qu'on appelle le tronc commun de l'ingénieur. C'est-à-dire, quel que soit le domaine dans lequel va travailler l'ingénieur, le projet de l'étudiant, il aura ce socle commun de discipline. En termes d'organisation de la formation, alors la formation d'ingénieur agro avec AgroSup, elle est sur 3 ans. Vous avez 3 ans d'études pour devenir ingénieur, avec la première année, qu'on appelle le semestre 5 et le semestre 6, c'est l'acquisition des disciplines qui font partie justement de ce socle commun. On commence par former tous nos étudiants aux mêmes disciplines pour qu'ils aient cette base commune. À partir de la deuxième année, on va commencer à proposer des choix aux étudiants pour qu'ils puissent commencer à se spécialiser ou en tout cas découvrir différents domaines d'enseignement. On a au semestre 7, donc au début de la deuxième année, des choix parmi des systèmes en production végétale. On a une dominante autour de la production animale. On a une dominante autour du territoire et de l'alimentation, plus particulièrement, et une dominante autour des transitions vers des systèmes territoriaux durables. À partir du semestre 8, c'est-à-dire la fin de la deuxième année, vous avez des propositions de modules d'ouverture au choix qui permettent, vous pouvez construire complètement votre parcours sur le semestre 8. On vous propose plusieurs séries de modules qui peuvent vous permettre de découvrir encore un peu plus les différents domaines. L'objectif là de la deuxième année, c'est vraiment de construire votre projet. Votre projet professionnel, c'est-à-dire c'est par la découverte de différents domaines que, au fur et à mesure, les choses vont se clarifier sur votre projet professionnel. Et enfin, en troisième année, du coup, on est vraiment là sur une année de spécialisation. Puisque le semestre 9 va vous permettre de suivre une des options que je vous présenterai tout à l'heure. Et le semestre 10, c'est le stage de fin d'études qui vous permet d'entreprise de monter en compétence par la réalisation d'un projet d'ingénieur. Alors, tout au long de ces 3 ans, vous avez un certain nombre de stages à réaliser. Vous avez sur la première année un stage en exploitation agricole de 7 semaines. En deuxième année, vous avez un stage en entreprise agro-industrielle, plus un stage, une mobilité internationale à réaliser. Vous avez la possibilité, entre la deuxième et la troisième année, de pouvoir réaliser une césure, c'est-à-dire partir avec un projet alors de stage, de formation autre, etc. Mais un projet qui vous est propre, mais qui vous permet d'avoir un an pour réaliser des choses qui sont importantes dans la mise en place de votre projet professionnel et de revenir du coup ensuite terminer cette troisième année de formation d'ingénieur. Petite particularité, sur ces 3 ans de formation sous statut étudiant, vous avez la possibilité aussi de faire de l'alternance uniquement sur la dernière année de votre formation sous forme de contrat de professionnalisation.
on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de l'apprentissage. Et donc voilà, je ne vais pas reprendre. Cette diapo présente un peu plus en détail quelle est l'organisation en fait des enseignements sur les 3 années, avec pour chaque année des enseignements de socle commun, de l'orientation professionnelle et puis des stages. Sur la 3e année, je vous parlais de spécialisation. 12 orientations professionnelles sont proposées pour la dernière année. C'est notamment l'objet des conférences de cet après-midi qui vous présenteront les différentes options qui sont proposées à nos étudiants pour se spécialiser. Globalement, on a des options sur la partie élevage. Voilà. Alors, que ce soit adapter l'élevage aux nouveaux enjeux ou un master qu'on propose aussi sur la qualité globale des produits animaux. Vous avez des choses autour de l'agronomie, une option autour de l'agronomie plus particulièrement, concevoir et accompagner l'innovation en agronomie et l'innovation en agronomie, avec là aussi possibilité de suivre un master co-accrédité avec l'école autour de la production végétale, mais plutôt au niveau plant science, vraiment la plante en elle-même. Agriculture, environnement, santé, territoire, une option qui est assez transversale. L'ingénierie et stratégie et développement éco-territorial, donc ça c'est pour les personnes qui souhaitent travailler plutôt sur comme on l'a vu tout à l'heure, sur des projets territoriaux. On a tout ce qui tourne autour du management commercial et marketing agricole et alimentaire. Donc, c'est vraiment notre option marketing et commerce qui permet à nos ingénieurs diplômés d'avoir cette double compétence à la fois sur la partie commerciale, mais aussi sur la partie technique avec les bases et le tronc commun qu'aura suivi l'étudiant. Et puis, une option autour de l'agroalimentaire pour ceux qui sont plutôt intéressés par ce domaine professionnel. Donc ça, ce sont les 6 options, 6 options qui sont faites spécifiquement pour nos étudiants à l'école, les étudiants ont aussi la possibilité de suivre 6 masters qui sont des masters qui sont co-accrédités avec notre école. On a aussi des propositions pour nos étudiants de double diplôme à l'international. On a des partenariats avec les universités argentines, brésiliennes, chiliennes et italiennes qui permettent d'avoir à la fois un diplôme français et un diplôme d'un de ces pays. Et puis des doubles diplômes avec des structures en France, notamment avec l'UCA et l'Université de Lyon, mais aussi avec l'école de commerce de Clermont-Ferrand, avec lequel on a un partenariat important. Alors, dans le parcours de formation de nos ingénieurs, on a une mobilité internationale, les étudiants, ont une mobilité internationale à réaliser avec un minimum obligatoire, c'est-à-dire que tous nos ingénieurs doivent partir au minimum 2 mois à l'étranger. Cette mobilité à l'international, elle peut se faire à la fois sous forme de stage dans des entreprises à l'international, ou alors ça peut être aussi des mobilités d'études, c'est-à-dire partir faire un semestre d'études à l'étranger dans une université étrangère. On a près de 50% de nos étudiants qui partent faire une mobilité d'études pour un semestre à l'étranger, donc ce qui est relativement important. Quand on parle de l'international, je vais revenir du coup sur l'anglais dont je parlais tout à l'heure, qui est la langue vivante, la LV1, obligatoire pour tous avec AgroSup. Faut savoir que tout ingénieur diplômé
doit avoir un niveau minimum en anglais qui correspond au niveau B2. Et donc pour ça, il y a bien évidemment des cours de langue au cours du cursus, mais on a aussi, on propose de passer le TOEIC, puisque le niveau B2 de nos diplômés doit être certifié par une des certifications qui existent, notamment TOEIC par exemple. Il faut absolument avoir un niveau TOEIC à 785 points pour valider le diplôme d'ingénieur. Donc on propose des passages de TOEIC à l'école et 2 passages notamment sont pris en charge complètement par l'école financièrement. Voilà pour la partie cursus étudiant. Je vais vous présenter maintenant la voie apprentissage, puisque on a la formation la formation d'ingénieur peut se faire aussi par la voie de l'apprentissage avec AgroSup. Elle permet d'obtenir le même diplôme que pour les étudiants, mais du coup avec un cursus qui va être vraiment spécifique à l'apprentissage, puisque le cursus apprentissage va alterner des parties à l'école et des parties en entreprise. Sur les 3 années de la formation d'ingénieur par la voie de l'apprentissage, on va avoir au total 62 semaines à l'école et 91 semaines en entreprise qui vont se répartir tout au long des 3 années. Pour intégrer la formation ingénieur par la voie de l'apprentissage, il faut signer un contrat de 3 ans avec une entreprise. Et c'est avec la même entreprise que les apprentis vont se former sur les 3 années. En termes de déroulement, on va avoir un peu le même déroulement que pour les étudiants en termes d'enseignement, avec la première année qui va être le socle commun de disciplines qui sont nécessaires à l'ensemble de nos apprentis, quel que soit le domaine professionnel de l'entreprise dans laquelle ils font leur apprentissage. On forme des ingénieurs, les ingénieurs doivent avoir un socle de connaissances commun. Donc, c'est la première année qu'ils vont avoir l'ensemble de ces enseignements. À partir de la deuxième année, de la même façon, nos apprentis vont pouvoir avoir des choix de parcours qui vont là plutôt être pas dans un objectif de construction de leur projet professionnel, mais plutôt de répondre aux attentes de leur entreprise, des missions de leur entreprise, et donc vont plutôt commencer à se spécialiser progressivement dans le domaine de leur projet d'apprentissage. Et la troisième année, comme pour les étudiants, c'est une année aussi de spécialisation. Pour les apprentis, on leur propose plutôt uniquement ce qui est fait à l'école, les options qui sont faites à l'école, avec les mêmes orientations professionnelles que pour les étudiants, c'est-à-dire la production, l'élevage, production animale, l'agronomie, l'agroalimentaire, le commerce et marketing, l'ingénierie territoriale et tout ce qui va tourner autour de l'agriculture, de l'environnement et des territoires. Les apprentis comme les étudiants vont avoir une mobilité à l'international à réaliser. Pour les apprentis, la mobilité est plus longue puisque c'est 3 mois minimum dans une entreprise à l'étranger. Et là, ça ne peut se faire que sous forme de stage en entreprise. Il n'y a pas de mobilité académique pour les apprentis, mais uniquement du stage en entreprise. L'objectif là, pour les apprentis de cette mobilité, c'est la pratique de l'anglais, comme pour les étudiants, c'est-à-dire que les apprentis aussi ont le même niveau d'anglais à acquérir avant la fin de leur formation et doivent valider le TOEIC au même niveau que les étudiants pour valider leur diplôme. Donc, l'intérêt de ce stage à l'étranger, c'est de monter en compétence sur l'anglais. Et deuxième objectif pour les apprentis dans cette mobilité internationale, c'est aussi d'être capable d'aller voir ailleurs ce qui se passe sur leur thématique de travail. Alors,
peut-être des précisions quand même sur ce que ça veut dire qu'être apprenti en formation ingénieur. Un apprenti, c'est un salarié. Donc, en signant un contrat d'apprentissage de 3 ans avec une entreprise, il signe un contrat de travail et donc devient salarié et non pas étudiant. Comme tout salarié, il va avoir une rémunération. La rémunération d'un apprenti, elle se fait sur les 3 années de la formation, que l'apprenti soit à l'école ou qu'il soit en entreprise, il est payé tous les mois. Alors, le pendant du fait qu'il passe salarié, c'est qu'il est payé, mais il n'a plus que 5 semaines de congé par an, comme tout salarié. On ne parle plus pendant son cursus de vacances scolaires, puisque ça n'existe plus pour le salarié. Être apprenti, c'est aussi souvent avoir le double logement, puisque beaucoup de nos apprentis sont donc à l'école à Clermont-Ferrand, mais ont des structures d'apprentissage un peu partout en France. Et donc, ça demande d'avoir un double logement et pas mal de déplacements, puisque à chaque période d'alternance, il faut faire le déplacement entre l'école et l'entreprise. L'avantage de l'alternance école-entreprise, c'est quand même d'avoir des liens directs avec le monde professionnel. C'est une véritable insertion professionnelle et une véritable expérience professionnelle qui pourrait être valorisée par la suite. On apprend autant pendant les périodes en entreprise que pendant les périodes à l'école. Et ça, c'est important. Bien évidemment, c'est l'intérêt de l'ouverture à l'international qui est possible aussi, même quand on est apprenti. On a cette possibilité de partir à l'international. On a la possibilité aussi d'individualiser son parcours et par les modules au choix qui sont proposés à VetaGroSup, ce qui permet quand même de pouvoir mettre plus en lien les missions qui sont faites en entreprise et puis les enseignements à l'école. Un apprenti, il bénéficie d'un double tutorat, à la fois à l'école, par le fait qu'il a un enseignant tuteur, qui va le suivre sur les 3 ans, mais aussi en entreprise, puisqu'il a un maître d'apprentissage qui, là aussi, le suivra tout au long de son parcours. Ça permet vraiment d'avoir un accompagnement individualisé. Et comme je disais tout à l'heure, 3 ans de contrat dans une entreprise, c'est vraiment une expérience professionnelle importante qui va faciliter l'insertion, mais on a vu que l'insertion était quand même, qu'on soit étudiant ou apprenti, une insertion plutôt assez rapide et facile. Ça permet d'être apprenti, de pouvoir valoriser aussi 3 ans et donc peut-être de gagner en qualité sur la partie insertion professionnelle. On peut aussi s'arrêter sur cette partie-là, si vous avez des questions sur la formation, alors sur les spécialités, sur l'apprentissage, etc. Alors oui, effectivement, Sandrine, nous avons quelques questions. Déjà par rapport au TOEIC, Oui, une question par rapport à la note je pense que c'est le nombre de points en c'est fait ça les points. en réalité qui est Oui, demandé le pour niveau valider TOEIC. le TOEIC. Mm. Voilà. Alors, le niveau B2 correspond à 785 points TOEIC. Donc, il faut au minimum, pour valider le diplôme, obtenir 785 points au TOEIC. On peut valider d'autres types de certifications. Il y a le TOEFL, il y a le Cambridge, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est le niveau B2 qu'il faut atteindre. Voilà. Merci Sandrine. Pour rester sur peut-être la partie d'abord étudiant, notamment sur la partie stage, à savoir si notamment l'école pouvait aider les étudiants dans leur recherche de stage. Alors, oui, on accompagne les étudiants dans leur recherche de stage. Alors, notamment sur les stages, enfin, pas notamment, pour l'ensemble des stages, bien évidemment, depuis qu'on envoie des étudiants en stage, on a une base de données importante, que ce soit pour le stage exploitation agricole de la première année, où là, très clairement, on vous donne une liste d'exploitants qui prennent des stagiaires.
vous avez aussi la possibilité de le trouver par vous-même, mais on a cet accompagnement-là. De la même façon pour le stage en entreprise agro-industrielle et aussi sur le stage à l'international, hein, puisque là aussi, on en voit depuis très très longtemps des étudiants en stage à l'international. Donc, on a des bases de données qui sont mises à disposition aux besoins des apprentis, des étudiants, pardon. Sur le stage, pardon, je termine du coup sur le stage de fin d'études. Là, ça fonctionne souvent par offre. C'est-à-dire, c'est des réponses à des offres. On a un réseau d'entreprises qui prennent régulièrement des stagiaires de fin d'études, hein, parce que là, c'est un stage 6 mois, c'est quand même quelque chose d'un peu important, avec la réalisation d'un projet ingénieur. Donc là, on met à disposition les offres de stage de fin d'études qu'on reçoit des entreprises. Pour en revenir sur le TOEIC, il y a quelques petits compléments, notamment sur 785 points sur combien? C'est 900, je crois que c'est 990 points. Oui, c'est Voilà. ça, effectivement, sur 990 points. Et en complément également, s'il y a d'autres certifications dans d'autres langues où un niveau est exigé. Non. Non, nous, il y a vraiment que l'anglais où le niveau le niveau B2 est exigé. Ça, très clairement, c'est pas que spécifique à notre école, hein. C'est toutes les écoles d'ingénieurs, puisque c'est une recommandation, une demande de la commission des titres d'ingénieur. C'est tout ingénieur diplômé doit valider le niveau B2 en anglais. Et on n'a que cette exigence sur le niveau d'anglais. On propose par ailleurs, hein, des LV2, hein, c'est ce qu'on a vu, mais c'est un enseignement comme les autres, c'est-à-dire qu'il faut avoir, il y aura des notes, hein, vous serez évalué comme toutes les autres disciplines, il y aura une note, mais c'est pas une exigence, il n'y a pas cette exigence-là d'une certification externe. Voilà, c'est géré en interne les LV2. Alors, une question un peu spécifique, alors concernant notamment le niveau B2 attendu en anglais, et si un élève dispose d'un aménagement bac le dispensant de langue vivante anglaise en raison de ses troubles PAP, est-il dispensé pour obtenir cette certification pour être ingénieur? Et là, je ne pourrais pas vous répondre oui ou non de manière aussi tranchée, parce que on n'a jamais, enfin, à ma connaissance, on n'a jamais eu la situation. Mais c'est bien évidemment des choses qui se traitent et qui s'étudient. Ces situations-là en appui avec le service de santé universitaire de Clermont, hein, qui accompagne et qui aménage, hein, les parcours de formation en fonction des différents aménagements demandés. Je me permets, enfin, je prendrai pas le risque de vous répondre oui ou non aujourd'hui, parce que vraiment c'est des questions qu'il faudra poser. J'ai besoin d'avoir des réponses par ailleurs, quoi. Donc, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est que vous nous envoyez la question par mail, par exemple, pour qu'on puisse traiter et vous donner une réponse un peu plus officielle, quoi. Mhm. Alors, toujours pour le TOEIC, parce qu'il y a certaines incompréhensions Ah, de personnes qui n'ont pas compris ce qu'était le TOEIC. Alors, peut-être si on peut le rappeler de manière plus explicite. alors, le TOEIC, c'est un test qui permet de valider par une certification officielle un niveau d'anglais. Il y a des niveaux d'anglais euh, qui sont définis dans le cadre européen des langues, le niveau de A1 à C2. Donc ça fait A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc ces niveaux d'anglais sont des niveaux qui peuvent être certifiés par des tests comme le TOEIC, c'est un test qui permet de certifier le niveau. Nous, le niveau attendu, c'est du niveau B2. Donc, on va attendre que
les étudiants passent un TOEIC et valident par ce TOEIC le niveau B2. C'est des tests externes à l'école, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui validons ce niveau B2, mais on fait appel aux structures qui gèrent le TOEIC pour faire passer ces TOEIC à nos étudiants. Et c'est bien cet organisme externe qui valide le niveau du test. J'espère que je suis plus claire. C'est difficile de savoir si je suis claire ou pas là, en n'ayant pas en face les personnes. Merci Sandrine. Alors, deux dernières questions sur la partie langue, parce qu'on a d'autres questions après qui enchaînent sur d'autres parties Ouais. exposées. Alors, notamment sur, alors que je reprenne, tac, 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 sur la LV2, est-elle obligatoire ou optionnelle? La LV2 pour les étudiants est obligatoire. Voilà, Ils ont merci tous une Sandrine. LV2. Parfait. Et si on a déjà obtenu le TOEIC, est-ce qu'on doit le repasser? Ça dépend quand est-ce que vous l'avez eu, mais généralement, on fait repasser la totalité de nos étudiants, à la totalité de nos étudiants, parce qu'en fait, un test TOEIC, officiellement, il a Validité. une validité à 2 ans. Donc, voilà. Normalement, tous nos étudiants repassent le TOEIC à un moment donné. Alors, plus ou moins tôt dans la formation, si vous avez validé votre TOEIC il y a quelques temps, ben, vous allez pouvoir repasser peut-être le TOEIC en première année, dès la première année, mais il y en a qui mettent un peu plus de temps avant de repasser le TOEIC, avant de passer le TOEIC. Merci Sandrine. Alors, pour toutes les questions concernant vraiment la partie admission, on y viendra plus tard. Par contre, sur la partie alternance notamment, quel est le pourcentage d'alternants? Alors, sur une promotion, en première année, cette année, on a environ 90 étudiants et on a une vingtaine d'apprentis. Donc, c'est à peu près, chaque année, hein, c'est à peu près 20%, 20% d'alternants sur la promotion. Attention toutefois, sur la première année, on a deux parcours de formation qui sont vraiment parallèles. Ils ne sont pas ensemble, les étudiants et les apprentis, sur la première année. Ils vont commencer à se retrouver sur des modules, sur les modules optionnels dont je parlais. Les modules au choix, on les mutualise entre les étudiants et les apprentis. Mais pour tout le reste, sur l'option notamment, ils seront mutualisés. Mais sinon, on a vraiment des enseignements qui sont spécifiques aux apprentis et des enseignements qui sont spécifiques aux étudiants. Merci Sandrine. Et quelles sont les fréquences des périodes d'entreprise? Alors, on essaie de faire en sorte d'avoir des périodes assez longues, à la fois en entreprise, puisqu'on tourne autour de 4 à 5 semaines de période entreprise, tous les 3-4 semaines. C'est-à-dire que voilà, ça fait 3-4 semaines d'école, 4-5 semaines d'entreprise. Alors, c'est pas toujours très régulier comme ça, c'est pour ça que je dis 3-4 ou 4-5, mais voilà, on est plutôt sur des périodes un peu longues. Pourquoi? Parce que, je vous le disais tout à l'heure, on a des apprentis qui sont partout en France en entreprise et du coup, ça permet quand même d'optimiser les déplacements et de ne pas avoir à faire des déplacements toutes les semaines. Alors, une dernière question, visiblement sur la partie plus scolarité et architecture de la formation notamment. Est-ce qu'il y a une option botanique? Alors, tel quel, non, il n'y a pas d'option botanique. Il va y avoir des enseignements de botanique sur la partie en agronomie. Et encore, ces botaniques, on va traiter plus particulièrement des plantes, des cultures. On ne fait pas de botanique générale. Il faut quand même savoir que, ça je ne l'ai pas précisé, mais nos étudiants, quand je vous ai expliqué qu'ils avaient le choix parmi 12 spécialisations, il faut aussi savoir qu'on a la possibilité de partir faire des options
à l'extérieur, c'est-à-dire soit dans d'autres écoles, soit dans d'autres universités, d'autres masters, si le projet professionnel est pertinent, argumenté. Donc, quelqu'un qui vient chercher une formation plus spécialisée en botanique, peut-être que si c'est cohérent, si son projet est cohérent, peut-être qu'il pourra faire une demande pour aller suivre une option à l'extérieur ou faire un semestre académique à l'international sur des questions de botanique. Voilà, il y a moyen. Tout l'intérêt, c'est dans notre école, c'est de pouvoir construire un parcours qui soit vraiment cohérent avec le projet de l'étudiant. Eh ben, je pense qu'on peut enchaîner avec les autres parties, Sandrine. Avec les parties autour de je n'avais pas fini sur la partie apprentissage, mais je vais peut-être passer très rapidement sur la partie apprentissage, puisque sur l'apprentissage, je vous ai dit, hein, il faut signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Donc les entreprises, c'est n'importe quelle, enfin, tout type d'entreprise peuvent permettre de faire un apprentissage. Ça peut être de l'entreprise privée, de la collectivité, de l'association, des établissements publics, etc. Ça peut être des entreprises agroalimentaires, des instituts de recherche, des chambres d'agriculture, des coopératives, etc., des banques. C'est très, très large. Nous, ce qu'on va attendre, surtout dans un apprentissage, de la structure d'apprentissage, c'est la mission qui est proposée à l'apprenti, puisque la mission, là, pour le coup, elle est très, très importante parce qu'elle doit permettre à l'apprenti de monter en compétence et de devenir ingénieur. Donc, on va être très attentif aux missions qui sont proposées par les entreprises. Un petit zoom sur ce que je disais tout à l'heure, sur les entreprises d'apprentissage. On voit hein, les plus gros employeurs d'apprentis ingénieurs, ça reste les coopératives. Donc, avec 36% de nos apprentis qui sont en coopérative, on a quand même aussi pas mal de structures en collectivité dans les établissements publics qui sont là aussi, hein, qui forment nos apprentis ingénieurs. Dans les secteurs d'activité, c'est très varié, hein, comme le sont les emplois. Ça peut être de l'organisation professionnelle agricole, de l'agroalimentaire, du commerce, etc. C'est très, très large. Et puis, voilà, très concrètement, sur une carte, la répartition géographique des entreprises de nos apprentis, vous voyez, on va retrouver partout, partout dans toutes les régions. Plus ou moins, mais quand même partout. Et en termes d'insertion professionnelle, les principaux secteurs d'emploi, ça reste le conseil et le service, les productions animales, les productions agricoles, qu'elles soient végétales ou animales, l'agroalimentaire, le commerce, l'agrofourniture, la recherche et l'enseignement. Vous voyez, là encore, hein, c'est suffisamment large pour que chacun trouve sa place. Ils vont travailler dans des zones. Enfin, la répartition, beaucoup restent en Auvergne. Hein. Une fois qu'on a goûté à l'Auvergne, on y reste quand même. Pas mal à l'est, pas mal à l'ouest, dans le sud. Enfin voilà, on les retrouve un peu partout aussi. On a tout à l'heure, je vous disais que quand on est apprenti, les 3 ans d'expérience professionnelle permettent de gagner en qualité d'insertion, plus qu'en en taux d'insertion, puisque le taux est plutôt assez bon même chez les étudiants. Mais on trouve plutôt en CDI, puisqu'on peut valoriser l'expérience qu'on a déjà, et avec des niveaux de rémunération légèrement supérieurs à ce qu'on peut trouver chez les étudiants, là encore parce que sont pris en compte les 3 années d'expérience professionnelle. Voilà. 80% du premier emploi est trouvé moins de 1 mois après l'obtention de la formation, donc ils trouvent très rapidement, les apprentis aussi. Alors, je ne vais pas refaire une série de questions-réponses, on gardera tout ça pour la fin. On va se focaliser là plutôt sur l'accès à nos formations apprentissage et formation ingénieur étudiante. Alors, plusieurs voies d'entrée hein, dans nos formations.
on entre à VétaGrosSup sur le diplôme d'ingénieur par des concours. C'est la seule façon de rentrer chez nous, c'est par des concours. Et les concours sont des concours nationaux gérés par un service national des concours agronomiques et vétérinaires, dont l'adresse affiche ici. Sur le site du service des concours agronomiques et vétérinaires, vous trouverez toutes les informations concernant les concours qui permettent d'accéder à nos écoles. Je dis nos écoles puisque c'est VétaGrosSup, hein, mais aussi toutes les autres écoles d'ingénieurs agro publiques qui existent en France. On passe tous par les mêmes concours. Sur le site, vous trouverez le calendrier des concours, les différents types d'épreuves avec les notices de chaque concours. Vous y trouverez les annales des épreuves des concours précédents, les recommandations des jurys pour les concours, etc. Donc, c'est une mine d'informations, hein, le site du service des concours pour ceux qui sont intéressés pour intégrer la formation d'ingénieur agro. Il faut savoir que les inscriptions vont commencer assez rapidement puisque les inscriptions à ces concours, c'est du 7 décembre jusqu'au 13 janvier 2025. 7 décembre 2024, 13 janvier 2025. Donc là, il faut, si ce n'est pas déjà fait, aller très rapidement voir un petit peu quels sont les différents concours et la façon et les différentes épreuves de ces différents concours. On a quand même là, je vais vous présenter quand même globalement les différentes voies d'accès pour intégrer les écoles d'ingénieurs agronomes. On entre dans nos écoles par des concours qui sont accessibles à niveau Bac+2 ou Bac+3, principalement. C'est-à-dire qu'on entre dans nos écoles quand on a déjà fait soit un BTS, soit un BUT, soit une classe prépa, soit une licence. D'accord? Donc ça, c'est le parcours avant d'intégrer une école d'ingénieur agro. Alors, ces différents parcours permettent d'accéder à des concours différents. Pour le concours licence, vous intégrez après le bac une licence dans les domaines scientifiques, hein, sciences du vivant en particulier. Vous pouvez passer le concours licence soit en L2, soit en L3. Que vous le passiez, ce concours licence, en L2 ou en L3, vous intégrez la formation d'ingénieur agronome en première année. Vous pouvez aussi, après le bac, passer un BTS. Et là, il y a un concours qui est spécifique, qui s'appelle le concours BTS. Alors BTS et BTSA, hein, qui s'appelle le concours BTS, qui se passe à l'issue de votre BTS. Et avant d'intégrer la formation d'ingénieur agro, il y a l'intégration dans une classe qu'on appelle une classe passerelle, qui permet en fait de vous préparer aux écoles d'ingénieurs agro. Si vous avez un BTS, deuxième possibilité, vous avez la possibilité de passer le concours apprentissage. Le concours apprentissage, c'est un concours qui est spécifique et qui permet d'intégrer une école d'ingénieur agronome par la voie d'apprentissage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que vous ne pourrez être que sur cette voie d'apprentissage en passant le concours d'apprentissage. Donc, vous suivrez la formation par la voie de l'apprentissage. Si vous avez un BUT, si vous êtes en BUT, après le bac, vous avez intégré un IUT et vous souhaitez passer le BUT. Vous avez la possibilité de passer ce qu'on appelle le concours BUT à BUT2 ou à BUT3. Si vous validez, si vous avez le concours à BUT2 ou à BUT3, hein, le concours BUT, vous intégrez directement la formation d'ingénieur agro en première année. Et enfin, si après le bac, vous souhaitez plutôt faire une classe prépa, alors nous, c'est plutôt la classe prépa BCPST, hein, classe prépa biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, ou classe prépa TB. Ça, c'est plutôt pour les bacs techno. Il y a un concours spécifique, classe préparatoire, grandes écoles, BCPST et TB. C'est un concours qui est spécifique et qui permet, à l'issue des 2 ans de classe prépa, d'intégrer la formation d'ingénieur agro
directement en première année. Vous avez, ça c'est les différents concours pour intégrer en première année. Vous avez la possibilité d'intégrer la formation d'ingénieur en deuxième année si vous avez un master, un M1, master 1. Là, vous passez un concours qui s'appelle concours master et qui permet d'intégrer l'école d'ingénieur dès la deuxième année. Voilà. Ça, ce sont toutes les voies d'accès à nos formations d'ingénieurs agro, que ce soit avec AgroSup, mais aussi dans les autres écoles d'ingénieurs agro, hein, AgroParisTech, Rennes, Toulouse, Montpellier, etc. Ce sont les mêmes concours. Vous n'hésiterez pas à poser des questions hein, s'il y avait des choses qui n'ont pas été claires parce que c'est complexe et que je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire pour vous. On peut peut-être s'arrêter sur cette diapo pour les questions. Oui, Sandrine. Alors, j'essaie de reboucler avec le début de la conversation. On avait Oui. aussi des questions sur notamment l'entrée. Alors peut-être que ouais, c'est bien de repréciser, notamment pour les BUT, s'il est possible d'intégrer une question, s'il est possible d'intégrer la formation d'ingénieur agronome en deuxième année, si on a fait un BUT en 3 ans, Non. par exemple. Non. Comme je disais tout à l'heure, hein, si vous êtes en BUT, vous pouvez passer le concours BUT à BUT2 ou BUT3, mais vous entrerez directement, vous entrerez en première année, vous ne rentrerez pas en deuxième année. Il n'y a qu'une façon de rentrer en deuxième année de nos écoles, c'est un master. Donc un bac plus 4. C'est pas, à BUT3, on rentre quand même en première année. Merci. Alors, par rapport au BUT, toujours, est-ce que le BUT est un bon moyen de rejoindre une école d'ingénieur? Le diplôme est récent et les avis ne sont pas unanimes aujourd'hui sur sa reconnaissance en entreprise. Alors, je ne m'avancerai pas hein, sur la reconnaissance ou pas du Mm. BUT3 en entreprise par les entreprises. En revanche, on a toujours recruté, nous, alors pas du BUT, mais du DUT. C'est vraiment notre vivier de recrutement, le DUT. Alors, le DUT qui se terminait à DUT2, hein, donc on avait déjà pas mal de candidats à bac plus 2 après le DUT. Avoir une année de plus pour nous, c'est plutôt gage de qualité. Donc, c'est une bonne voie de recrutement, le BUT. Et vous avez l'avantage en BUT, si vous suivez un BUT, de pouvoir passer le concours dès le BUT2, dès la deuxième année de BUT, sans attendre le BUT3. Et si vous n'avez pas le concours, bah, vous pouvez continuer sur du BUT3 et revenir passer le concours à BUT3. De toute façon, les concours d'entrée des écoles d'ingénieurs, vous pouvez les tenter 2 fois. Alors, pas 2 fois dans la même année, mais 2 fois à BUT2 et à BUT3. Merci. Alors, concrètement, sur donc, le prérequis d'intégration à l'école, euh, il est donc bien d'avoir un bac plus 2, voire un bac plus 3 en fonction des formations. C'est même pas, il est bien, c'est obligatoire. Dans nos écoles d'ingénieurs, on ne recrute pas post-bac. On ne recrute que à bac plus 2 ou bac plus 3 ou bac plus 4, mais c'est minimum bac plus 2. Les concours ne sont pas ouverts post-bac. Est-ce qu'on peut passer le concours une deuxième fois si on l'a loupé une première, concours BCPST? Oui, vous avez la possibilité il me semble, hein, de redoubler la prépa pour pouvoir retenter le concours.
Sur la voie de l'apprentissage, doit-on avoir trouvé un maître d'apprentissage avant de finaliser son inscription au concours? Et après, en complément, est-ce que vous accompagnez La les recherche. apprentis dans la recherche d'un maître d'apprentissage, Mm. enfin d'un lieu Mm. d'apprentissage? Alors, si vous avez trouvé une entreprise qui vous fait une promesse d'embauche très tôt dans l'année, avant même le concours de l'apprentissage, c'est très bien. Euh, Après, au cours du concours, c'est pas une exigence, enfin, c'est pas une condition pour passer le concours apprentissage que d'avoir signé une promesse d'embauche. On a pas mal d'apprentis ou de futurs apprentis, de candidats au concours qui n'ont pas forcément une promesse d'embauche. Ce qui est attendu en revanche, c'est un projet professionnel suffisamment clair et une réflexion et un travail de recherche de structures d'apprentissage qui vous permettent de démontrer que vous avez quand même un projet très clair et que vous savez ce que vous voulez et où est-ce que vous voulez aller. Parce que le concours apprentissage, donc l'inscription c'est début d'année, mais les épreuves c'est au mois de mars et avril. Vous avez le résultat du concours en mai. Ça va vite derrière pour trouver, pour chercher une entreprise et avant la rentrée de septembre. Donc, plus tôt on s'y met à y réfléchir, à faire le point sur les entreprises qui pourraient vous intéresser, etc., mieux c'est. Voilà. Et bien évidemment, on accompagne nos futurs apprentis dans la recherche de leur entreprise d'accueil. Plusieurs formes à ça. On organise un forum de l'alternance au cours duquel, en mai, on fait venir des entreprises qui ont des offres d'apprentissage ingénieur pour vous mettre en contact avec les entreprises et les futurs employeurs. On diffuse des offres que les entreprises maintenant nous connaissent et savent qu'on fait de l'apprentissage, donc nous envoient des offres qu'on diffuse bien évidemment à nos futurs apprentis. Et puis on travaille tout ce qui est outils de candidature, hein, CV, lettre de motivation, entretien, etc. Tout ça, c'est travaillé pour faciliter et améliorer cette recherche de structures d'apprentissage. Une autre question sur les voies d'accès et de savoir notamment la proportionnalité en fonction des voies d'accès, le nombre peut-être de places qui sont offertes dans les différentes voies d'accès, la répartition. Alors là, je les ai malheureusement plus en tête. Euh, on doit avoir une moitié de nos étudiants qui sont sur du concours BCPST, qui sortent de classe prépa. On a une vingtaine de places pour du BTS. On doit avoir une vingtaine de places aussi pour les BUT, deux ou trois, hein, mes concours BUT. Et puis le concours licence, on en a un petit peu moins, mais aussi parce qu'il y a quand même beaucoup moins de candidats sur ce concours-là, mais on doit avoir une petite dizaine de places sur le concours licence. Voilà. Donc on a une répartition hein, sur l'ensemble de ces concours. Alors, pardon, et pour l'apprentissage, je ne voulais pas préciser, mais on a 26 places en apprentissage. Sur le site du SCAV, du service des concours, hein, que je vous présentais tout à l'heure, vous y trouverez pour chaque année le nombre de places offertes pour chaque école sur chaque concours. Merci. Toujours sur la partie admission. euh, le concours pour le cursus étudiant et le concours apprentissage n'est donc pas le même. Non, on est sur des concours différents, en sachant quand même que vous avez la possibilité, et ça c'est si vous avez un BUT ou un BTS, vous avez la possibilité la même année de passer le
le concours BTS et le concours apprentissage, ou le concours BUT, le concours apprentissage. Vous avez la possibilité de passer ces deux concours dès sur la même année. On est sur des concours différents, c'est quand même des concours qui se ressemblent globalement, hein, sur le type d'épreuve, mais c'est des concours différents. Combien il y a de places sur la partie étudiante globalement? On est à 100 ou 110 places au total. À peu près, hein, ça dépend des années, donc c'est pour ça que voilà, Mmh mh. Et une autre question, avant peut-être, d'enchaîner avec la dernière partie, si je dis pas de bêtises, Sandrine. Mmh. Que se passe-t-il, si, il y a, une réussite au concours apprentissage et que l'apprenti ne trouve pas de maître d'apprentissage? Alors, petite précision, ça ne s'est jamais produit chez nous. Voilà, je préfère le dire. Mais effectivement, si vous ne, c'est une des conditions, hein, pour entrer en formation par apprentissage, il faut avoir validé le concours et il faut avoir trouvé une entreprise. Donc, si jamais vous réussissez le concours, mais que vous ne trouvez pas d'entreprise, ben, on ne pourra pas continuer parce que vous ne pouvez pas basculer sur du parcours étudiant. En revanche, il faut savoir que vous avez jusqu'à 3 mois après le début de la formation pour signer un contrat d'apprentissage. Ça veut dire que nous, nos apprentis qui ont validé le concours rentrent en septembre. Et ils ont jusqu'au mois de décembre pour trouver leur structure d'apprentissage. Je vais prendre l'exemple, hein, cette année, on avait quasiment tous nos apprentis qui avaient trouvé à la rentrée. Il restait une apprentie qui n'avait pas encore trouvé. Elle vient de trouver. Donc, elle a trouvé tard, mais elle a trouvé. Et donc, elle peut continuer la formation. Du coup, on a effectivement la totalité de nos apprentis qui ont trouvé leur structure. Moi, je suis depuis le début, hein, de l'apprentissage avec AgroSup. J'ai jamais eu d'apprentis qui n'ont pas trouvé de structure et qu'on a dû mettre dehors. J'en ai jamais vu. Ici, avec AgroSup, hein, je précise, hein. Merci. On peut peut-être, poursuivre? Oui, pardon, oui. Du coup, on va poursuivre sur les plus de la formation avec AgroSup, hein. Pourquoi venir avec AgroSup? Pourquoi demander à venir avec AgroSup dans les concours? On a des enseignements qui sont fondés quand même sur le thème central, hein, de notre école, c'est la santé globale. La santé globale qui est une santé à l'interface des santé humaines, animales et environnementales. Pourquoi cette thématique est forte dans notre établissement? Là, je vais revenir sur ce que je disais initialement en présentant VET-AgroSup. VET-AgroSup, c'est le seul établissement dans lequel on forme à la fois des ingénieurs agronomes et des vétérinaires et des docteurs vétérinaires. Cette spécificité de notre établissement, on la retrouve du coup sur les thématiques, hein, sur les thématiques de nos formations autour de cette santé globale. Bien évidemment, la particularité de cet établissement fait aussi qu'on met en place des modules qui sont communs agro et véto, dans l'objectif de partager les connaissances. Autre particularité et qui est quand même le plus de la formation ingénieur en général, hein, c'est l'ouverture à l'international et la possibilité d'effectuer un semestre ou un stage à l'étranger. C'est vraiment l'occasion de pouvoir partir et aller se former à l'étranger. On propose avec AgroSup une formation soutenue en anglais, hein, tout au long de la formation des étudiants et des apprentis. Il y a des cours d'anglais pour les préparer au TOEIC. Et puis, on a des TOEIC qui sont pris en charge. Il faut savoir, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est une certification par un organisme extérieur. Ça veut dire que c'est une certification qui est payante. Et VET AgroSup prend en charge 2 tests pour nos étudiants et apprentis. La formation d'ingénieur, c'est une formation dans laquelle, vous avez vu pour les étudiants, il y a beaucoup de stages. On fait partie des écoles dans lesquelles il y a le plus de stages.
ce qui permet vraiment de tisser des liens directs avec le monde professionnel. Des parcours individualisés. Il y a possibilité de construire des parcours qui soient vraiment euh, très proches ou qui permettent de construire le projet professionnel de l'étudiant par le suivi individualisé qu'on met en place, par les choix de modules, etc. Et puis, on est à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est le sommet de l'élevage qui a lieu toutes les années, un gros salon de l'élevage. Vetagrosup est en partenariat avec le sommet de l'élevage et on a quand même une grande partie de nos étudiants qui participent et qui sont mobilisés pour le sommet de l'élevage, ce qui permet encore ce rapprochement avec le monde professionnel. On propose aussi à nos étudiants, et ça on ne le retrouve pas partout, voire même on est les seuls à le proposer, c'est une section cinéma-études, c'est-à-dire des étudiants, un petit groupe d'étudiants qui souhaitent développer de manière originale les compétences qu'on attend de nos ingénieurs, telles que l'aisance communicationnelle, la structuration du propos, l'argumentation, le travail de groupe, la gestion de projet. Tout ça sont des compétences attendues de nos ingénieurs qu'on peut travailler d'une autre façon et notamment par le biais de la section cinéma-études. Ça permet aussi de développer l'intérêt et l'appétence scientifique en s'appropriant des sujets traités et en les décortiquant sous forme cinématographique. Donc, il y a un parcours qui est spécifique à cette section cinéma-études et qui permet de valider les crédits ECTS de la formation. Et cette section cinéma-études est montée en partenariat avec le service universitaire Université Culture de Clermont Université. Des exemples de production vidéo, je vous ai donné quelques exemples de production vidéo de cette année, un film autour du sel de Guérande, de l'émeraude et de l'évolution du milieu agricole. On a aussi Vetagrosup est membre fondateur du Collège des hautes études de Lyon et ça permet de réunir 8 établissements de l'Université de Lyon qui proposent des modules à l'ensemble des étudiants des membres fondateurs. C'est-à-dire qu'un étudiant agronome de Vetagrosup peut aller suivre des cours qui sont proposés par le Conservatoire national supérieur de musique ou de danse de Lyon ou l'école centrale, etc. Donc on a cette possibilité-là aussi qui est offerte à nos étudiants de participer à ces modules-là qui permettent d'ouvrir et de donner des atouts supplémentaires à nos étudiants pour réussir professionnellement. Et puis, on va aussi, comme je vous disais tout à l'heure, on voit bien, nos étudiants sont formés à Clermont et restent au niveau insertion, restent aussi sur Clermont parce que c'est quand même un campus, une ville où il fait bon vivre. Clermont-Ferrand, elle est dans le top 10 des villes étudiantes. Elle était dans le top 10 des villes étudiantes l'année dernière. C'est une ville qui est proche de la nature, c'est-à-dire c'est une grande ville, mais qui permet d'accéder et il y a une proximité avec la nature importante. Un accès qui est facilité au service. On a sur le campus une résidence directement sur le campus avec un self et un self maison, c'est-à-dire avec des personnes qui sont employées et qui cuisinent sur place. Ça, c'est important à préciser. On a un cadre, le campus est très vert. Alors, vous le voyez peut-être derrière moi, j'ai la photo du campus et un cadre de travail familial, un cadre de travail très, très vert, très nature. Des promotions qui sont de taille plutôt assez raisonnable. On parlait tout à l'heure de 100 étudiants, 25 apprentis. C'est des tailles de promotion assez réduites qui permet, en fait, tout le monde se connaît sur le campus. On a des équipements sportifs
sur place et des salles de travail qui sont accessibles même en dehors des heures d'enseignement. Donc c'est vraiment un campus où à petite un vrai campus universitaire avec un vrai accès aux services et un accès facile aux services, mais où il fait quand même bon vivre et où tout le monde se connaît. Et puis, on a une vie étudiante qui est riche sur le campus, 8 associations étudiantes qui permettent de nombreuses activités, que ce soit culturelles, sportives. On a accès à des conférences, à des soirées, aux aides environnementales et humanitaires, etc. Donc, c'est un plus hein, dans le. C'est pas un petit plus, c'est vraiment un plus cette richesse de la vie étudiante qui est sur le campus avec des associations telles que le cercle sportif, Tongasu qui est une association humanitaire, 3AVE qui est une association qui met en place des activités pour financer les voyages d'études, voilà, le bureau des étudiants bien évidemment, donc Cestagri qui est une junior entreprise. Toutes ces associations qui permettent d'avoir une vie étudiante relativement dynamique et riche. J'ai terminé moi la présentation, donc je suis vraiment à votre écoute si vous avez encore des questions sur la vie étudiante ou autre. Je suis à l'écoute. Oui, on va prendre dernière question avant de finir à 12 heures. Alors déjà, plusieurs choses. Effectivement, donc vous pourrez revoir cette présentation en replay. Cette présentation a été enregistrée et vous pourrez la retrouver à partir de mi-décembre sur la chaîne YouTube de VetaGrossup. Alors, pour reprendre la conversation, combien de crédits ECTS à la fin du parcours? Donc, formation de 3 ans avec, ça fait 6 semestres. Donc, on est sur un total de 180 crédits ECTS accumulés sur les 3 ans pour valider le diplôme d'ingénieur. Et quel est le coût annuel, les frais de scolarité pour une année? Alors, les frais de scolarité de la formation sont des coûts qui sont arrêtés au niveau national, hein. Il y a un arrêté qui définit les coûts, les frais de scolarité par an. Donc, on est cette année autour de 1 900 euros par an de frais de scolarité. Alors, je ne donne pas un chiffre plus précis parce que, en fait, l'arrêté, il sera défini en 2025 pour la rentrée 2025. Mais on tourne autour de 1 900 euros par an. Tac, tac, tac. Est-ce compliqué de se loger sur Clermont-Ferrand? Alors non, parce que déjà, on a la résidence étudiante sur le site même, résidence dans laquelle on a plus de 200 chambres. Donc, tout nouveau étudiant est prioritaire en plus hein, dans la résidence pour avoir une chambre. Donc, on arrive à loger nos étudiants qui le souhaitent. Et après, que ce soit dans Clermont, où il y a quand même pas mal de résidences étudiantes, hein, des estudiantines, etc. Moi, j'ai pas eu, enfin, on n'a pas forcément de difficultés, de retour de difficultés sur la partie logement, non. Je vois pas d'autres questions. Une précision importante que je n'ai pas dit, Kevin, Oui, c'est la journée porte ouverte, samedi 15 oui, février exact. 2025, important. Il n'y a rien de mieux que de venir nous voir lors de cette journée porte ouverte. Vous aurez à la fois des informations complémentaires hein, par rapport à ce que j'ai dit. Vous pourrez poser des questions s'il y a des questions qui vous viennent d'ici là. Et puis surtout, vous aurez la possibilité de faire le tour du campus et de voir que ce que j'ai dit est vrai directement sur place, qu'on est bien sur ce campus.
2 dernières questions. Alors oui, la JPO est seulement le matin de 9h30 à 12h30. Oui, Ensuite, par rapport aux frais d'inscription, est-ce que les étudiants boursiers sont exonérés? oui, Et ensuite, en termes d'accès au transport, est-ce que le campus, est accessible, via les transports en commun? oui, il y a une ligne régulière de bus qui fait, Clermont, et qui s'arrête devant le campus. Mmh mh. À savoir que cette ligne de bus, passe devant la gare également, Oui, si je dis pas de bêtises, donc oui, oui, tout à fait. effectivement, donc il y a la possibilité, d'utiliser les transports en commun. Les cours ont-ils lieu à Clermont ou à Lyon? Ah, les cours pour la formation d'ingénieur, c'est sur Clermont. Le campus, c'est le campus agronomique de Clermont. Voilà. C'est la formation d'ingénieur agronome est bien à Vétagrosup, Landes, à proximité de Clermont-Ferrand, tandis que la formation vétérinaire, elle, est sur le campus, à Marcy-l'Étoile, près de Lyon. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous propose, de conclure cette, conférence pour ce matin. Merci Sandrine, pour cette conférence, pour cette présentation et on Merci se à tout le monde. retrouve cet après-midi à 13h. Bon appétit à tous. Bonne journée à tous, au revoir.